Quand il y a des règles, une règle, ou des règles qui sont pour tout le monde, mais qui sont rigides, qu'est-ce qui doit être malléable? Le monde. Le problème avec ça, c'est que si on a un système qui est inflexible, puis on décide de tricher, mais à quoi bon avoir un système? Et voilà. C'est qui a décidé ça, ce processus-là, tu sais? Puis on me dit, tu sais, nous autres, là, quand on a décidé, pas participer à ça, moi. Mon équipe était-tu là? C'est que les gens, des fois, ils sont un peu prisonniers d'un système. D'un carcan, là, c'est un carcan. Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Monsieur Leblanc? Oui. Je sais pas si tu te rappelles, mais je suis le directeur général de GoPirate. C'est vrai. T'as-tu 2 minutes? Oui. Stresse pas, là. C'est parce qu'il faudrait que je t'engueule. OK. Regarde bien, là. C'est pas compliqué. On est un obéné ici. On n'est pas ici pour faire de l'argent. Mais c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas d'être super bureaucratique. OK? T'es arrivé en retard. Non. Oui. Pour vrai. Pour vrai? Pourtant, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Hein, Pierre? C'est pas difficile. Mon oncle Legault va te le dire. Faut être à l'heure dans mon sous-sol de la maison chaque semaine. C'est pas difficile. Regarde, je suis en retard? Non. Je me retard, moi. C'est vrai. Puis moi, je suis presque tout le temps en retard, en fait. C'est ça. Fait que, il me semble que c'est un bon argument, ça, Pierre, hein? J'ai resté en retard, moi? Non? Ben, c'est ça. Ben, tu sais, il faut dire aussi que t'habites ici, pas loin. Même règle pour tout le monde, Pierre. Comprenez un peu l'absurdité de la patente des pirates, hein? Donc, Bon, c'est sûr, moi, je dois traverser un pont, là. Pierre doit traverser un pont, tunnel, qui est en ce moment en rénovation, jusqu'en 2025. Ouais. Donc, 19-20 km à peu près 1 heure pour venir ici. Il trouve le moyen d'être en retard. Donc, bon, évidemment, on va pas parler des retards aujourd'hui, mais on va parler, ma règle, ta règle devrait être la même. La standardisation. Parce que moi, je suis pas en retard, fait que personne ne devrait l'être. Tout le monde pareil. Tout le monde pareil. On va pas essayer de s'adapter au contexte de chacun. Puis ça, à la limite, c'est débattable, hein. Est-ce qu'une compagnie peut s'adapter au contexte de chacun? L'entreprise au complet, non. Pas nécessairement. Ben, je pense qu'il faut avoir des règles, mais de là à ce que ça soit un standard, comme on dit, one size fits all. Souvent, autrement dit, une règle unique pour tout le monde, puis tout le monde pareil. Ça peut pas toujours fonctionner. Puis il faut faire attention, je pense que c'est ça qu'on va parler aussi aujourd'hui. Faut faire attention, c'est pas tout qu'on doit standardiser. On n'a rien contre les standards, on n'a rien contre la standardisation, mais attention à ce que vous standardisez. On peut standardiser la simplification de nos règles. Oui. Tu comprends? Oui. Des règles plus simples partout. That's cool. Parce que, en tout cas, il y a des choses qu'on peut standardiser, mais ça prend de la diversité aussi. Les gens font partie d'une diversité. Ouais. Diversité où est-ce que les gens habitent, diversité économique, diversité de connaissances. D'origine, de ville où est-ce que tu habites, de situation géographique, hein, situation monétaire, tout ça, on peut pas prendre pour acquis que tout le monde est pareil. Point barre. Exact. Sauf que dans les organisations, souvent, on va vouloir avoir une certaine et on va parler d'équité. Ouais. D'équité, d'égalité, de rigidité. Ah, ça, on le dit pas, celle-là. Tout le monde pareil. Ouais. Mais mais c'est pas, c'est plus, je comprends, c'est plus simple. C'est plus simple. Peut-être plus simple à gérer dans la tête des gestionnaires. Puis quand il y a des règles, une règle, ou des règles qui sont pour tout le monde, mais qui sont rigides, qu'est-ce qui doit être malléable? Le monde. Ben, il y a ça. Souvent, dans les organisations, on a des règles, on a des processus. Ouais, on a ça. Le mot... ONI. Ouais, c'est ça. Je vais commencer, là. Les processus. Okay, on va standardiser on va standardiser les processus. Ouais. C'est ça qu'on va faire. Mais qu'est-ce qui arrive quand il y a des exceptions? Ben, tout casse. C'est pas fait pour ça. Ben, soit ça, ou on triche le processus. Pour faire rentrer l'exception. Pour faire rentrer l'exception. Ou on coupe l'exception. Ou on
décide que ceci n'arrivera pas, l'exception est inacceptable, il faut suivre le processus. Fait que c'est soit donc on a un processus. On peut dire le processus, c'est une série de règles en place. Parfois, on va briser les règles. Parfois, on va suivre les règles à la lettre. Ça dépend des contextes. Ouais. Mais le problème avec ça, c'est que si on a un système qui est inflexible, puis on décide de tricher, mais à quoi bon avoir un système? Et voilà. Yes. Puis à l'inverse, si on a un système, puis c'est nous dans la tête qu'on est inflexible, puis on faut absolument suivre le processus à la lettre, ben il y a des opportunités qu'on perd. Ouais. Puis on va donner des exemples de ça. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va souffrir. Ben, exact. Ça peut être un produit, un service qui va souffrir. Tu sais. Un client, un employé. Donc Pierre, au menu aujourd'hui, on va donner des exemples de standardisation parce qu'il y en a. Il y en a plein. On va en donner un très petit pourcentage. Pourquoi standardiser à outrance? Parce qu'il doit y avoir des raisons. Là. Je suis sûr qu'il y en a. Bonne, pas bonne. Bonne ou mauvaise. On verra. En quoi est-ce que c'est un frein à l'innovation de faire ça? On va voir l'ignorance des contextes et des besoins locaux. Qu'est-ce que ça peut faire? Puis la complexité que ça peut cacher des fois d'avoir une seule règle. Oui. Donc, un petit rappel que ce glorieux épisode sur vos pain points quotidiens est permis grâce à plein d'autres pain points quotidiens du monde qui viennent de nous jaser ça sur Discord. Donc, les patrons. C'est nos patrons, Pierre. Nos patrons. Ouais, parce que nous, en tant que BNL, on a des shareholders, puis c'est nos pirates. Donc, ceux qui nous appuient sur Patreon, qui ont un bel endroit pour venir justement discuter de ces douleurs-là au quotidien. Sentir qu'on n'est pas tout seul. Des fois, trouver des solutions en gang. Puis de jouer juste vous faire dire comme, voyons donc, tu tolères ça, toi. Exact. Puis dis donc, Olivier, est-ce qu'on a juste un seul standard d'abonnement? Ben non. Ah, quelle bonne question. Je suis content que tu me poses cette question-là. On a évidemment plusieurs paliers d'abonnement. Il y en a pour tous les budgets, mais ça commence par nous encourager pour 5$ par mois, puis ça allait beaucoup plus loin. Genre, vous faire coacher par mois, 2 fois par mois. Ça se fait. Fait qu'il y a un forfait qui l'offre. Puis c'est ça qui fait vivre l'organisme, parce que toi et moi, on donne notre temps, parce que maintenant, on est tous deux employés de la même organisation qui est notre sponsor principal. Oui. On donne notre temps, mais on est cheap un petit peu parce qu'il faut qu'on travaille. Mais le reste, je veux dire, il faut que ça se paye. Puis, on a aussi Sarah qui nous aide avec le montage des épisodes. Et bien évidemment, quand on a un budget, on peut se permettre de faire des projets. Puis on est en train de jaser de ça. Le prochain épisode, là, on va parler de projets. Oui. Ouais. Donc, voici pour la pub sale. Maintenant que je me sens... Passons au contenu. Donc, des exemples de standardisation. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais... écoute... On en a. Toi puis moi, dans le domaine de l'agilité, on en voit continuellement, là. Le plus grand exemple, je dirais, c'est toutes les équipes pareilles. Toutes les équipes ont fait du Scrum, puis on fait du Scrum, tout le monde avec des sprints de 3 semaines en même temps. T'as-tu déjà vu ça? Oui. J'ai déjà vu, en fait, Pierre, un processus pour 16 équipes. Le même processus. Le même processus, et ce processus-là a été fait par l'équipe de PMO. Donc, la chargée de projet. Et puis là, quand je suis arrivé, je fais comme, c'est qui a décidé ça, ce processus-là, tu sais? Puis on me dit, tu sais, nous autres, là, quand on a décidé, pas participer à ça, moi. Mon équipe était-tu là? Non? Ah, OK. Mon équipe n'était pas là non plus. OK. Ouais. Mais c'est notre processus qu'on a décidé. C'est drôle. Puis on n'a pas le droit de le challenger. Puis j'ai enquêté un petit peu, puis il n'y avait pas grande équipe qui tirait profit de ce processus-là. On s'entend, tout le monde le trichait à mur à mur. C'est ce que mais ça satisfaisait des besoins d'affaires, du genre avoir toutes tes estimés, puis les heures rentrées, puis loguer dans toutes les sous-tâches. C'est ça. Donc, standardiser, il faut faire attention, parce qu'en agilité, on confond les choses. Le Scrum, ce n'est pas un processus. C'est un cadre. C'est pour encadrer les règles de l'équipe. Mais ce n'est pas un processus que l'on peut documenter. Ce n'est pas un processus. En fait, le vrai processus, dans votre organisation, par exemple, si vous faites du développement logiciel,
Ben, ce n'est pas le Scrum, c'est ça pourrait être on fait de l'analyse, du développement, des tests, des déploiements. C'est ça votre processus. C'est pas le Scrum. Scrum fait juste le tenir ensemble. Exact. Autre chose qui est d'actualité. Dans les règles de travail hybride. Avez-vous comment qu'on s'arrache les cheveux? Ça fait les nouvelles là, toutes les semaines, hein? Parce qu'on se partage ça sur Discord, nous autres, ces nouvelles-là. Ouais. Pas qui c'est qui met ça sur Discord. J'ai aucune idée qui c'est qui met ces nouvelles-là. Mais ouais, les règles du travail hybride, puis là, ça chicane, puis là, je t'impose 3 jours, puis si tu viens pas, puis c'était tellement simple quand tout le monde était au bureau, hein, Pierre? Tellement simple parce que c'était une règle pour tout le monde. Même chose, tout le monde. Mais là, les gens se sont rendus compte que la règle, elle leur convenait peut-être pas tout le temps. C'est triste. J'aime ton rire un petit peu sadique. mais c'est ça. Fait que là, on s'est rendu compte que, wow, ok, ben là, on peut pas appliquer la règle partout. Fait que, il y a peut-être, on en reparlera plus tard, hein, une perception de perte de contrôle. Il faut donner des règles plus localisées, hein, à des départements à la place ou à des équipes. Ben, c'est compliqué. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode. Ça doit être contextualisé. Oui, je me souviens qu'on en avait parlé, puis un de nos conseils, c'était il faut vraiment que ça soit adapté à chaque équipe, puis il faut que ça soit discuté ensemble, parce que puis même d'une entreprise à l'autre, les contextes changent, la technologie est pas la même, donc travail à distance, travail en personne, ça peut pas être un standard one size fits all pour tout le monde. Faites attention à ça. Puis ça fait des frustrations. Moi, je peux pas, rester à la maison, je travaille dans un garage. Puis fait que toi, tu devrais pas pouvoir travailler à la maison. Exact. Donc, je comprends, c'est pas tout le temps facile. L'application d'un processus qui limite l'agentivité, un mot qu'on a utilisé beaucoup plus souvent par le passé, hein, c'est-à-dire ton pouvoir d'agir. Exact. Je pourrais prendre une décision intelligente, mais le processus ou la bureaucratie l'acceptera pas. Donc, je vais omettre de prendre la décision intelligente, je vais domper ça dans le processus, puis je vais croiser les doigts que ça se rende au bout. C'est là qu'on va entendre des choses qui m'irritent, comme « Ouais, ben on a toujours fait ça de même. Suis le processus. » Moi, ça m'irrite. Oui, ça m'irrite, mais on s'entend, un processus, tant que moi, c'est pour être challengé, puis vraiment, pour qu'on mette du stress dessus. Mais moi, non, le pire que j'ai entendu, c'est on l'a déjà essayé, ça n'a pas marché. Et à chaque fois, souvent je me retiens, mais des fois je le dis, content que vous vous occupez pas de trouver un remède contre le cancer, hein, parce que on a essayé puis on n'a pas trouvé. Désolé, fait que vous mourrez toutes. Exact. C'est là que faut ramener, c'est super important, faut ramener que la gestion, l'administration d'une organisation, c'est une science. C'est une science, mais dans beaucoup d'organisations, on fait que de l'improvisation. On improvise les décisions, la prise de décision, en tout cas, l'idée, là, quand je dis c'est une science, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions basées sur des données. Il faut récolter des données, il faut prendre des décisions qui sont rationnelles, basées sur ce qu'on observe. Et c'est ça que nous, on amène en agilité, c'est le côté scientifique. Oui, il y a l'aspect humain, ça fait partie d'eux. Mais de dire, on essaye quelque chose, si ça marche pas, on essaye autre chose. Ça veut pas dire, si ça marche pas, on abandonne puis on revient comme avant. Non, ça marche pas, c'est possible que ça marche pas. Essayons autre chose. Au moins, on l'aura essayé, puis on aura la preuve que c'est pas ça qui est la meilleure option pour nous. Le nec plus ultra. Tu me vois sourire depuis 30 secondes à peu près, là. Depuis tantôt. Je fais juste imaginer un PDG qui fait comme improvisation mixte. Comme thème. Faut faire un roadmap pour 1 an. Les joueurs, telle équipe. On n'est pas pire au Québec pour ça, l'impro. Ouais. Donc ça, c'était des exemples. Je veux dire, il y en a 100 millions d'autres, là. Ouais, tout à fait. Et vous en connaissez probablement tous chacun des exemples de standardisation. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'on fait ça en entreprise standardisée à outrance. Comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, ça répond un peu à un besoin de contrôle, de savoir puis de maîtrise, de savoir où est-ce qu'on en est, de savoir que tout est bien fait, hein, comme il faut, dans les normes. Des fois, ça peut être super important légalement ou pour garder un statut. Hein, tu connais la norme ISO, par exemple. Oui. C'est une norme de qualité que si tu fais pas tout selon les processus, on pourra pas garder notre saut de qualité.
Ben, dans certains domaines, c'est nécessaire d'avoir ce genre de contrôle parce que c'est pour protéger le public. En chirurgie, tu sais, je veux dire. Oui. Donc moi, personnellement, là, je suis présentement sur une mission où je travaille dans un domaine d'équipement médical. Donc ça, il y a des normes. Il y a des normes ISO, il y a des normes internationales. Tu peux te faire auditer. Hein, exactement. Chose, Et ça, c'est correct. Ça, c'est une contrainte du domaine. Faut vivre avec. Ouais. Outre ça. Maintenant, au-delà de ça, c'est que les décideurs dans les organisations vont souvent vouloir standardiser. Par exemple, on en a parlé un peu plus tôt, le sprint de 3 semaines, tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une illusion de on va savoir ce qui se passe, on va être capable de contrôler puis de maîtriser la situation parce que c'est pareil partout. Si ton problème, c'est que tu sais pas ce qui se passe, le problème, c'est de la transparence, c'est pas des processus. Ben, c'est que souvent, comme je disais, c'est une science, mais si le manager n'a pas les données, si les données sont juste absentes parce qu'il n'y a pas de mesures qui se prennent ou on mesure pas les bonnes choses dans l'organisation. Ça arrive tellement souvent, là. On mesure pas les bonnes choses. Beaucoup de vanity metrics. Exact. Et donc, c'est là que le manager n'a pas un sentiment de contrôle ou de maîtrise parce qu'il sait pas ce qui se passe. Donc, le problème, c'est de pas avoir les données pour comprendre ce qui se passe. C'est ça le problème. Mais là, qu'est-ce qu'on veut résoudre? Comment on veut le résoudre? On veut le résoudre en standardisant les choses. C'est peut-être pas la meilleure approche. Ben, on s'entend que quand on prend une décision puis ça fait juste la dérouler partout, ça permet une certaine économie d'échelle. C'est-à-dire que tu crées un nouveau département, ben c'est les mêmes règles, c'est simple. Tu peux grandir plus vite peut-être. Ben, puis là, c'est là qu'il faut faire attention parce est-ce qu'on peut dire que, OK, les normes pour les gens qui travaillent en comptabilité sont les mêmes que les gens qui travaillent en ressources humaines, sont les mêmes que les gens qui travaillent en marketing, sont les mêmes que les gens qui travaillent en informatique. Arrête de détruire les arguments en quels je crois pas vraiment, Pierre, là. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est, tu sais, une économie d'échelle, je peux comprendre, là, plus qu'on standardise, plus que, moi, ça coûte cher. Mais à quel coût? Parce que il y a, peut-être que tu économises sur le moment, mais avoir des employés désengagés, des fois, c'est ça le prix, là. Quand t'es chanceux, ils sont juste désengagés. Exact. Puis quand ils sont désengagés, ben, ils vont suivre les processus à la lettre. Ils vont arrêter de se poser des questions. Exact. Ils vont arrêter d'utiliser un jugement critique. Et donc, si le processus est brisé, pour quelque raison que ce soit, puis peut-être ça a toujours marché de même. Peut-être que c'est un hasard qu'il n'y a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Peut-être que le domaine a changé. Peut-être que le contexte a changé. Donc, peut-être que le processus n'est plus valable. Ah. Tu sais, quand Maurice a commencé à me coacher, je travaillais avec un client, puis lui il disait, écoute, le plus important, c'est que tu suives le processus. Genre, OK. Et ça veut dire, si j'ai le choix entre briser le processus puis livrer, et suivre le processus, je vais suivre le processus quitte à peut-être pas livrer. Il dit, ben non, parce que si tu suis le processus, c'est sûr que tu vas livrer, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, donc c'est sûr. C'est sûr, c'est de quoi qu'il parle. Fait que, ben écoute, quand on livrait pas, on disait, je suis désolé, on a suivi le processus. Tu veux, à un moment donné, tu te fais dire non, t'as pas le droit de prendre des initiatives. Bon, ben, on n'en prendra pas. Combien de fois faut que tu te fasses dire non à des initiatives pour que tu arrêtes d'en proposer pour toujours? Exact. Et puis, en fait, ça, c'est un de mes points là que j'amène le plus souvent, c'est que, puisque c'est une science, la gestion, il faut toujours remettre en question nos processus. Les processus, il faut les questionner. Peut-être qu'ils étaient valables. Peut-être qu'ils le sont encore. Peut-être qu'ils le sont plus valables. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On l'achève comme un vieux cheval mort. Fini. Ben, on peut faire ça. C'était la réponse de Maurice. Si ton processus te sert plus, tu l'achèves puis t'en fais un autre. Oui, ou bien le processus doit être révisé, doit être réparé parce que on l'augmente. On l'augmente pour l'optimiser. Exact. Et ça, il y a juste... Et attention, je vous donne un secret, là. Tu sais quoi, Olivier? Non. Les processus, ça a été inventé par des humains. Et il y a juste des humains qui peuvent les changer. Salopard. C'est fou, hein?
Ouais, Les processus, ça change pas tout seul. Non, t'as raison. La bureaucratie, par exemple, est capable de se fider tout seul. Je m'en souviens de cet épisode. C'est capable de se manger tout seul, puis est capable de se nourrir tout seul, de processus. Dernière raison pour qu'on pourrait faire ça, souci de qualité des fois. Je peux comprendre, hein, tu veux une qualité, par exemple, des restaurants qui vont demander que ça soit tout le temps d'une telle manière de faire tel repas. Je comprends. Ben, exact. C'est sûr que quand on a, par exemple, une usine, une production à la chaîne, ben, évidemment, si on fait des produits, il faut que, on va dire, toutes les unités du même produit. Comparable en qualité. Ben, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est normal. On va standardiser ce genre de processus-là de fabrication. Dans les restaurants de type fast-food, les chaînes, on va vouloir effectivement standardiser la recette parce que on veut que le client, d'une succursale à l'autre, obtienne le même résultat. Donc, on a standardisé les recettes. Il y a le fait que si tu ne fais que suivre le processus, ça peut être un frein à l'innovation. Par définition, hein, parce que l'innovation, c'est nécessairement essayer quelque chose de nouveau. Donc, si tu peux pas essayer quelque chose de nouveau, ou tu peux prendre de risques, nécessairement, tu vas pas essayer quelque chose de nouveau. Et tu feras rien de nouveau. Ouais. Ben, tu sais, je reviens... On est fait. je reviens à la science là-dedans. Ouais. C'est comment on évolue, comment l'humanité avance technologiquement. C'est parce que, à un moment donné, on dit, OK, voici la situation. Hey, peut-être qu'on pourrait imaginer une autre façon que ça fonctionne. C'est continuellement comme ça. Ouais. Faut trouver, il y a sûrement une opportunité d'affaires là-dedans. Hein? Hey, il y a une pandémie. Vite! Il y a un moyen de faire de l'argent avec ça. Ouais. OK. Hey, frein à l'innovation. Un processus qui, la plupart des processus, en fait, si tu regarderas, n'acceptent pas de modification de processus. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour être répétables, mais pas nécessairement pour s'améliorer. Mis à part, par exemple, Scrum, on te donnait un exemple tout à l'heure, on parlait de Scrum. Ben, dans Scrum, il y a quoi? Il y a une rencontre que le but, c'est d'améliorer le processus. OK? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Tu peux avoir un processus documenté, puis si on veut changer le processus, voici comment on procède, puis l'équipe décide de comment faire pour améliorer le processus. Puis souvent, dans des organisations où les processus sont très importants, ben on va pas modifier un processus existant. Quand il arrive une exception, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va inventer un nouveau processus pour ce genre d'exception-là. Puis là, c'est là qu'il y a de plus en plus de processus en place et que c'est de plus en plus ardu à gérer l'organisation. Ouais, c'est sûr que si toute exception crée un nouveau processus, là, tu commences à faire beaucoup de liens entre processus et bureaucratie. Hein. C'est exactement ça. C'est là, on pourrait rentrer dans la gestion de risque, ça. On en parlera éventuellement dans un autre épisode, mais faut faire attention à ça, de pas dire... à chaque exception, OK, celui-là, on y avait pas pensé, mais là, on va pas altérer le processus, on va en inventer un nouveau juste pour ça. Attention, vous êtes en train d'augmenter votre bureaucratie. Je sais pas si t'as déjà vu ça, mais t'imagines, t'as une gang de dirigeants qui passent beaucoup de temps ensemble pour créer des règles ou des processus. Bon, c'est ça leur job. Mettons. Et puis tout d'un coup, toi, un inconnu, un membre de la plèbe qui travaille là, a une idée. Une très bonne idée, puis tu proposes une amélioration. Mais là, c'est parce que Pierre, je sais pas si tu comprends, mais on a été enfermés pendant 1 semaine pour faire ce processus-là. Puis les décisions qu'on a prises, on aimerait ça que ça dure 4-5 ans, parce que ça coûte cher le lac au taureau, là. Puis tu fais apport de ça. C'est pas ta job de penser à... Ouais, c'est ça. Fait que toi? Toute amélioration peut être perçue par le porteur de processus comme une menace. Ben oui, on a pris des décisions, on va pas les déprendre, là. Ben, écoute, moi, j'ai déjà vécu. Si t'arrives puis tu pointes puis tu dis, hey, ça marche pas, il y a une erreur, il y a un problème là-dedans. C'est toi le problème. Exact, parce que c'est comme si le problème n'existait pas avant que t'en parles. C'est ça. Puis parce qu'il existait pas avant que t'en parles, ben, finalement, c'est toi là, la cause du problème. Fauteur de trouble.
J'avais noté One Size Fits All rime avec bureaucratie, mais je pense qu'on a déjà assez couvert ça depuis le début de l'épisode. Bien sûr, tu vas avoir des fois une équipe qui est un petit peu spéciale. Hein? Elle a fait de l'innovation, des trucs comme ça. Ouais. Ça va arriver qu'on va avoir certaines exceptions pour des équipes, des départements. Pas nécessairement des exceptions, mais tu sais, une version alternative d'un processus ou d'une approche. Hein? Ça, c'est s'adapter aux contextes locaux. Un des meilleurs exemples, là, McDonald's. On le sait, regarde, tout le monde parle de ça, McDonald's, là, il faut je sais pas si c'est vrai, by the way, il faut qu'il fasse un M avec le sel sur les frites. Pour que ça soit tout le temps la même quantité de sel. Okay. Tu sais, les pickles, qu'il faut pas qu'ils se touchent. Je sais pas si c'est vrai, les pirates, hein, c'est des rumeurs que j'ai entendues. Okay. Les pickles, faut pas qu'ils se touchent dans le Big Mac. Mais, fait que tu vois, standardisation, McDonald's, c'est mondial. Le Big Mac va goûter la même chose. Pas nécessairement. Le vrai. Pas nécessairement goûter. Mais ça dépend aussi en tout cas, bref, les sources de produits, sont pas toujours les mêmes. Effectivement. Là, mais il doit avoir un saut de qualité aussi. Fait que donc, eux autres, ils font de la standardisation parce que le Big Mac, tu sais à quoi que ça goûte, puis quand tu vas à quelque part, tu veux que ça goûte ça. Mais, au Québec, il y a de la poutine McDonald's. Oui. Puis il y a, je sais que dans les maritimes, il y a pas mal aussi de fruits de mer pendant l'été. Oui. Le McDonald's. On va en trouver aussi des fois au Québec. Et je sais qu'ailleurs, dans d'autres pays, il y a des spécialisations locales chez McDonald's. Ben, écoute, moi, je peux directement t'en parler. J'ai connu une dame là, qui était aux ressources humaines chez McDonald's en Suisse. OK. Donc, je la salue si elle nous écoute. Donc, on a pu jaser de ça. Effectivement, chaque pays a des spécialités locales. Donc, oui, on a certains produits qui sont identiques un peu partout, tel le Big Mac, c'est dans tous les pays, mais chaque pays, par exemple McDonald's Canada, McDonald's Suisse, McDonald's France, ils ont des produits qui sont disponibles seulement dans leur marché et même peut-être des fois dans certaines régions du même marché selon le contexte. Donc, on va contextualiser les standards. Voilà. Donc ça, c'était un exemple qui était facile à comprendre, n'est-ce pas? Mais si on propage ça, ensuite, on se met à la place d'une équipe dans un environnement de travail. Oui. Ben, toutes les équipes n'ont pas les mêmes besoins. Hein? Ben, des équipes qui sont sur le plancher dans une usine n'ont pas les mêmes besoins que ceux qui sont dans les bureaux à journée longue. Ben, c'est ça. Puis là, je reviens à l'agilité. Ouais. Parce qu'on va parler souvent d'agilité, on va parler souvent d'équipe agile Scrum. Ouais. Ben, s'il y a un danger à essayer de standardiser les pratiques agiles, parce que, comme je l'ai dit, les pratiques agiles, l'agilité, ce ne sont pas des processus, ce sont des cadres, des méthodes pour améliorer vos processus. Les processus sont déjà là dans l'organisation. C'est votre processus si vous êtes en développement informatique, c'est votre processus de développement. Si vous êtes en marketing, c'est votre processus de marketing. L'agilité se rajoute à ça comme un cadre pour améliorer les choses. Mais dans beaucoup d'organisations, on va dire, OK, tout le monde les mêmes sprints, tout le monde le Scrum, alors que chaque équipe a des besoins différents, un contexte différent. Et la pire chose que j'ai vue, c'est standardiser. Tu sais que j'aime bien le Kanban, hein? Tu t'en souviens? Le même tableau Kanban avec les mêmes 4 colonnes, tout le monde à toute l'échelle de la compagnie. Yeah. J'ai arrêté de me battre contre ça. Mais c'est un problème parce que je sais que c'est un problème. Le tableau Kanban, le Kanban n'est pas un processus. Le tableau est là pour calquer votre processus en place. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que toutes les équipes de toute la compagnie et de probablement toutes les compagnies qui existent sur la planète devraient avoir le même processus en 4 colonnes. C'est un combat constant. Ça marche pas. Je sais. C'est une Mais erreur. il y a un administrateur Jira quelque part. Ben là, ça c'est une autre chose. On commence à tomber dans les jokes plus intenses de développeurs, là. Ouais. Mais, ouais. Mais il faut toujours se poser la question, on fait ça au service de qui? Est-ce que c'est au service de la personne qui administre l'outil? C'est comme si vous me dites, OK, ben, hey, vous avez le droit d'utiliser Excel. Vous avez juste le droit d'avoir 4 colonnes puis 6 rangées pour afficher vos données. Peu importe ce que vous faites avec vos données, peu importe les données que vous avez, c'est 4 colonnes, 6 rangées, parce que ben, c'est bien plus facile à gérer pour l'administrateur système. Ça fait-tu du sens? Ah, ben, écoute, Steve L'Emploi dirait que oui. Non, mais c'est la même chose dans votre outil technologique qui permet de faire des tableaux Kanban virtuels.
On est au service de qui? Est-ce qu'on est au service de la personne qui supporte le logiciel et le serveur, ou on est au service des équipes? Au service de l'argent, Pierre. Bref. Excuse. Tu avais des petits exemples assez intéressants que tu m'avais sortis d'ignorance de contexte ou de besoins locaux. Il y a un exemple d'actualité québécoise que j'ai entendu à la radio il y a quelques mois en arrière. Je vais en parler brièvement. On pourra citer les sources là dans les commentaires là, si vous voulez. Il y a un jeune homme autiste léger, qui avait obtenu un emploi sous forme de stage dans un hôpital au Québec. Donc, je rentre pas dans les détails, c'est pas important. Mais à la fin de son stage, on lui a dit, on pourra pas te donner le travail. Tu fais très bien ton job, ça va super bien, mais on peut pas te donner l'emploi parce que t'as pas ton diplôme de secondaire 5. Mais là, le jeune homme autiste n'est pas capable de finir son diplôme de secondaire 5, c'est au-delà de ses capacités. Bref, il y a l'emploi de rêve pour lui, mais il n'y a pas le diplôme. Puis le processus dit, pour vous embaucher, ça vous prend le diplôme. Et là, personne ne veut travailler, Pierre. On lui a refusé l'emploi. Bon, après ça, il y a eu des débats, tout ça, ça passait à la radio. Finalement, il a eu son poste. Mais tout ça pour vous dire que des fois, il y a des exceptions. Puis il faut accepter que oui, on a un processus standardisé pour l'embauche, tout ça. Mais là, le monsieur, là, le jeune homme, c'est probablement sa meilleure opportunité de sa vie. Est-ce qu'on peut lui donner un coup de main à ce monsieur-là? Le processus dit que non. Mais, tu sais, à quelque part, à un moment donné, là, je vais même dire une phrase qui va plaire à plusieurs dirigeants. Quelle décision est la meilleure pour l'entreprise? Suivre sa stick de processus tata-là, ou avoir le jeune homme qui fait bien sa job, que le monde connaît déjà, puis l'équipe, puis dire, tu sais quoi, tu vas l'avoir. Puis là, c'est quoi il y a une peur derrière ça, c'est la peur de créer des jaloux, la peur que quelqu'un d'autre exige la même chose. Attends, je prends mon micro dans mes mains. Créer un précédent. Hey, si quelqu'un est jaloux de cette personne-là, on va lui dire simplement, OK, tu nous reviendras, toi, quand tu seras autiste, puis tu seras pas capable de finir ton diplôme. Ça a l'air niaiseux de faire dire ça en entrevue. Mais ça serait mérité en tabarnouche. Mais en tout cas, bref, c'est la peur de se faire une plainte, j'imagine, parce que ce qui est bon pour un devrait être bon pour l'autre, en théorie. Mais attention, il faut être capable d'accepter des exceptions dans des situations exceptionnelles. Oui. Absolument. T'avais une autre histoire que j'ai mis. Oui, cette histoire-là. J'ai pas dit, en fait, je n'ai trop, je sais plus quoi faire, ils sont rendus plats. Ah, c'est pour ça. Ça vient pas de moi, ça vient d'un de mes collègues que je vais pas nommer, mais il va se reconnaître. Dans une organisation, un autre coach agile comme nous. Hey, on est des bâtards, nous autres. C'est parce qu'on traîne dans des endroits miteux où on découvre des absurdités. C'est pour ça. Donc, mon ami, qui est en coaching dans une organisation, soudainement, on lui dit, hey, il y a une équipe qui a un PO. Un product owner, comme on dit. Un chargé de produit ou un chef de produit. Chef de produit, exact. Ouais, OK, c'est quoi le problème? Selon l'organigramme, cette équipe-là devrait pas avoir de PO. On va enlever le PO. Je me souviens plus, Pierre, j'ai cherché pendant 25 minutes en faisant le plan. Qui avait dit ça? Je suis pas mal sûr que c'est Max Barry, le gars qui avait écrit Jennifer Government puis Company. Qui avait dit un organigramme d'entreprise. C'est comme du crack pour les RH. Si c'est pas lui, c'est peut-être Simon Sinek. C'est quelqu'un que je lis, là, qui avait dit ça. Je l'ai pas retrouvé, mais c'est ça. Un organigramme d'entreprise, c'est du crack pour les RH. OK? Mais, pour finir l'histoire, fait que là, mon ami, coach agile, dit, on peut pas faire ça comme ça, là. On va d'abord consulter l'équipe, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Fait qu'on va voir l'équipe. Pas pire réflexe.
on fait une rencontre avec l'équipe. L'équipe dit, « Ah non, nous, on a absolument besoin du product owner, là. Si vous l'enlevez, là, on est mort. » Fait que là... C'est un risque qu'on est prêt à prendre. Fait que mon ami dit, ben voilà, vous avez votre réponse. Faut garder le product owner. Ben là, la dame a dit, une directrice, elle dit, ouais, mais non, mais là, on peut pas faire ça, là. C'est pas dans l'organigramme. Fait que là, mon ami dit, ben, c'est pas grave, on va juste l'ajouter dans l'organigramme. Ben non, tu peux pas faire ça. Il dit, ben oui, regarde. Il le fait comme ça, à main levée sur la feuille. Il dit, regarde, je l'ai rajouté. Fait que là, il dit, mais non, non, en tout cas, tu peux pas faire ça. Fait que là, ça arrête comme ça. Mon ami, il part en vacances, il revient. Le PO était plus là. La dame avait escaladé 2 managers plus haut. Ah, c'est du terrorisme organisationnel. Puis là, le manager, il dit, le haut manager dit, ah, t'as bien raison, il est pas sur l'organigramme, on va l'enlever. Fait que là, ils ont remercié le product owner. Quelle raison ils ont mis pour le... Ben, il fallait que ça concorde. Fit pas dans l'organigramme, ça passe ça au chômage? Je sais pas. Ok, je capote. Mais un jour, on invitera mon ami. Ouais. Puis il racontera l'histoire mieux que moi, mais en tout cas, moi je l'ai trouvé très drôle. Oui, ben on pleurit, hein, on pleurit. On va passer rapidement le dernier point, hein, la complexité cachée que ça peut apporter d'avoir un one size fits all ou fits none. Ben une standardisation un peu trop intense, ça voudra prendre en compte toutes les exceptions, toutes les options possibles, hein, puis ça introduit la complexité cachée. Je suis déjà arrivé moi dans une équipe qui était en train de faire un site gouvernemental. Puis il fallait le gars qui faisait du front-end, là je suis dans les thèmes un peu techniques là, mais le gars qui faisait l'apparence du site web, lui il s'était dit il faut que chaque texte puisse être à gauche ou au centre ou à droite. Et que chaque boîte puisse être à gauche, au centre ou à droite. Et là, il était dans une complexité incroyable. Mais incroyable, parce que tu voulais vouloir bouger toutes les boîtes. N'importe comment. Fait que là, ils se sont dit, ben là, c'est parce qu'il faut que tout soit possible. Tu connais-tu des logiciels qu'il faut que tout soit possible? Il y en a. Sont-ils simples ou sont complexes? Sont complexes. Hein? Fait que sais-tu qu'est-ce qu'on est arrivé finalement avec une idée? On a cassé du cerveau un petit peu. Puis on a fait comme, à la place, on va proposer des modules. Un module où tu as le texte à gauche, puis l'image à droite. Un module où tu as l'image à droite et le texte à gauche, comme dans un CMS. Oui, hein? d'accord. Un où tu peux avoir 3 rangées. 3 colonnes. Tu sais, un où tu peux... Fait que, les filles de marketing ont adoré ça. On va pouvoir faire ce qu'on veut, puis ça va être... Ça va grandement accélérer le développement. Puis c'est ça qu'on a fait. Tu vois? Fait que juste parce qu'on n'était pas obsédé par tout prendre en compte, toutes les exceptions, on a laissé 4-5 formules, prenez celles que vous voulez. Ça, c'est assez intéressant, ça. Avoir du choix, avoir des options. T'es toujours mieux d'avoir plus d'options qu'un pas de ça. Ouais. Exact. Puis, ben, il faut faire attention de pas en mettre trop non plus. Parce que là, vous complexifiez votre développement. Quand tu as des systèmes très, très complexes, on parlait de systèmes complexes, dans le gouvernement, par exemple, il y en a des règles là-dedans. Là. Va parler comment il s'appelle, là, les douanes et assises, là. Ouais. Hein? Ou Revenu Québec. Il y a des règlements, il y a des... Tu te suives, puis tu t'attends pour te trouver, tu te situes où dans telle affaire en particulier, ben ça se peut qu'à la longue, tu finisses par tomber dans des cracks du système puis que tu y restes. Ben oui, puis tu sais, peut-être que les gens qui nous écoutent en Europe, là, vous savez que en France, la bureaucratie est forte, mais... Le laissez passer à 38! Je peux vous dire une chose, la bureaucratie française n'a d'égal que la bureaucratie canadienne. Donc, des gens qui tombent dans les cracks du système ou qui tombent à travers les failles du système qui est supposé nous rattraper quand ça va pas bien, là, puis qui tombent à travers toutes les failles, puis il y a plus personne pour t'aider. On en connaît personnellement. On essaye de régler ça avec GoPirate, mais c'est parce que ça se fait pas de même. Je suis tanné des gens qui veulent pas se faire aider par ceux qui sont là pour aider. Ça m'écoeure. Enfin, bref. Ce qui est intéressant, ça vient de Drive, de Daniel H. Pink. Oui. Hein? Qui lui, il dit... en fait, ça ne pas de Drive, ça vient de... Mais il expliquait dans Drive la théorie X et la théorie Y. OK. Puis ça, c'est des théories selon lesquelles X, si je me trompe pas, c'est les employés sont paresseux par défaut. Ils veulent pas travailler, hein? Fait qu'il faut leur donner de l'argent ou des promesses, l'extrinsèque,
pour les motiver. Puis il disait que, tu sais, dans le fond, là, les gens, là, les employés, là, les seules fois qu'ils utilisent leur génie, c'est pour trouver un moyen d'éviter de travailler. Et c'est sûr que si tu les considères comme ça, puis tu les traites comme ça se peut que ça arrive. Mais dans un endroit qui est inflexible, des fois, tu vas utiliser ta créativité pour contourner les normes, pour pouvoir travailler efficacement. Exact. C'est ça qui arrive. C'est que les gens, des fois, ils sont un peu prisonniers d'un système. D'un carcan. Là, c'est un carcan. Et là, pour pouvoir réussir, ils doivent, en quelque sorte, briser les règles secrètement pour réussir. Oui, mais c'est leur survie qui est en jeu, là. Puis c'est pour ça que je dis... ça sert à rien d'avoir un processus qu'on est obligé de tricher pour que ça marche. Ça sert à rien. Il faut juste l'admettre qu'il faut changer, là. Ah ouais. Oh là là. Oh là là. Bon, écoute, regarde. On va pleurer un petit peu, tous les problèmes que tu as avec la bureaucratie, puis les one size fait ça. On va laisser quelques minutes à Sébastien Robert, notre expert syndicalisme et société, qui est venu me parler récemment chez moi pour enregistrer les capsules. Fait que je vous souhaite une bonne écoute et on se voit après. Bienvenue les pirates. Aujourd'hui, on rencontre Sébastien Robert. Ça fait un petit moment, Sébastien, qu'on t'a pas vu. Effectivement, j'ai été pas mal occupé dans les derniers temps. On comprend ça. Mais dis-moi, Sébastien, c'est pas tout le monde qui te connaît. Qui es-tu et d'où viens-tu? Je suis un conseiller syndical. Ça fait à peu près 20 ans là, que je suis impliqué, que je travaille dans le mouvement syndical. J'ai un bac et une maîtrise en relations industrielles. Donc, j'étudie le monde du travail depuis très longtemps. Donc, quel sujet aujourd'hui on va faire? Notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi un syndicat? C'est Fair. Sujet parce que de base. Oui, de base, mais on a beaucoup de perceptions de ce que ça peut être quand on n'a pas été dans un. Donc, à la base, c'est un regroupement de travailleurs qui ont comme objectif de défendre et d'améliorer leurs conditions, que ça soit économique, sociale, politique, même éducatif, de leurs membres. Donc, c'est vraiment des travailleurs qui se mettent ensemble pour améliorer leur vie, essentiellement. Collectivement, c'est ça. Ça peut être reconnu par une loi au Québec ou au Canada, que ça soit le Code du travail au Québec ou le Code canadien du travail au Canada. Et il y a certains syndicats qui ne sont pas reconnus non plus par des lois, mais qui restent quand même des regroupements de travailleurs qui essaient d'améliorer leur vie. D'ailleurs, initialement, à l'origine, les syndicats étaient des regroupements illégaux. Là, si on arrive dans l'histoire à la fin du 19e siècle, début du 20e. C'était perçu en fait comme un cartel de travail. Donc, c'était vraiment à ce niveau-là là, des organisations qui étaient perçues comme illégales parce qu'ils venaient modifier les rapports de force dans le marché. Ça, on peut pas permettre ça! Non, les employeurs aimaient pas ça du tout. C'est ça. Donc, essentiellement, les syndicats, c'est des organisations démocratiques. Donc, ils appartiennent à leurs membres. Il n'y a pas de propriétaires, il n'y a pas d'actionnaires des syndicats, c'est vraiment les membres, comme dans une coopérative, qui ont des droits de vote, qui peuvent voter sur comment fonctionne leur syndicat et qui peuvent se faire élire sur des postes. Donc, tous les postes sont généralement électifs, là, à moins que tu sois un employé du syndicat, comme c'est mon cas. Il y a différents niveaux de syndicats. Il y a les syndicats locaux qui vont être, mettons, chez un seul employeur ou dans un milieu de travail précis. Tu peux avoir des syndicats régionaux, donc qui vont regrouper plusieurs syndicats locaux dans une même région, qui peut être le Québec, qui pourrait être la Montérégie, par exemple, ou d'autres choses. Après ça, il y a des syndicats nationaux, donc qui regroupent soit des syndicats régionaux, soit plein de syndicats locaux dans un même pays. Souvent, le Québec est perçu aussi comme un niveau national. Là, on a une assemblée nationale. C'est ça de même. Et après ça, il y a des centrales syndicales qui vont regrouper plusieurs syndicats qui vont être au niveau local, régional, voire nationaux, qui vont mettre en commun des ressources pour faire du lobbying auprès du gouvernement ou mener des campagnes plus larges que aucun syndicat est capable de faire tout seul. Donc, c'est les différents niveaux de syndicats qui existent. Les rôles du syndicat, dans le fond, il y a un rôle de base pour le syndicat qui est de négocier les conditions de travail là, de ses membres.
Donc, négocier une convention collective, qui est un contrat de travail là, dans lequel les conditions de travail sont établies là, pour les membres. Et il y a l'objectif de faire respecter ce contrat de travail-là, donc via des griefs ou des recours judiciaires, souvent. Après ça, le deuxième rôle des syndicats, après le rôle de base, qui est les conditions de travail, c'est le rôle social. Ouais. Donc, c'est promouvoir le syndicalisme en créant des nouveaux syndicats, notamment. Ça, c'est un rôle social assez basic. Après ça, il y a représentation auprès des gouvernements pour promouvoir des meilleures conditions de vie pour les travailleurs dans leur ensemble. Par exemple, le RQAP, le régime québécois d'assurance parentale, qui a été obtenu notamment grâce au travail des syndicats. On peut penser à la CSST, donc quand on a un accident de travail, l'équité salariale, les services publics en général, les CPE et plein d'autres choses qu'on a obtenues, notamment grâce aux luttes qui ont été menées par les syndicats pour obtenir des programmes sociaux. En tant que travailleur qui n'a jamais été syndiqué, merci, j'apprécie le CPE. Oui, c'est ça. Tout le monde en bénéficie. Et tout le monde en bénéficie. Puis écoute, même honnêtement, la semaine de 5 jours, bien que fustigé aujourd'hui, on partait de plus loin avant. Oui, c'est ça. Ben, toutes les normes du travail qui existent actuellement, tu sais, la bataille que les syndicats ont menée, notamment pour le 15 $ de l'heure de salaire minimum, tu sais, tout ça existerait pas s'il n'y avait pas eu un mouvement social, notamment pour convaincre l'employeur ou le gouvernement, souvent, qui est quand même proche de cette gang-là, les convaincre que s'ils donnent pas des bonnes conditions de travail au monde, ben ces gens-là vont se syndiquer, vont venir dans le mouvement puis renforcer encore plus le mouvement syndical. Donc souvent, c'est un objectif de calmer les frustrations des gens quand il y a beaucoup d'inégalités sociales, par exemple. Donc, on diminue l'inégalité sociale de façon à ce que les gens trouvent que, finalement, un syndicat, j'en ai pas vraiment de besoin parce que j'ai des bonnes conditions de vie. C'est un peu ça. Mais t'as toujours ce rapport de force-là entre, d'une part, les travailleurs puis leurs organisations, d'autre part, les employeurs puis leurs organisations aussi. Est-ce que c'est pas ça un peu l'objectif, éventuellement, d'un syndicat, c'est de ne plus servir? Mais on s'entend que l'objectif à atteindre s'en va plus vite que nous autres en avant, puis à la vitesse d'une fusée. Oui, ben c'est sûr que l'objectif d'un syndicat serait probablement de juste discuter avec l'employeur, puis avoir un employeur qui est aussi raisonnable que le syndicat, puis qui voit bien que, tu sais, mais dans le sens que si on avait une société équitable où tout était, où les employés avaient, je veux dire, tu pourrais vivre de ton salaire, mettons, exemple, ben peut-être que les syndicats seraient moins pertinents, moins importants. Le but, c'est un petit peu que ça serve à rien. Et ça veut dire, on s'entend, là, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, je voulais pas ça arriver, là. Et d'une part, puis d'autre part, le problème, c'est que dès qu'on diminue la pression, on le rattrape. Les employeurs vont diminuer les conditions de travail. Donc, il faut toujours qu'il y ait cette pression-là auprès des employeurs. Parce que sinon, on le voit, il y a des reculs sociaux, on va couper, on va privatiser, il y a toujours cet intérêt-là, diminuer les conditions de travail, tout ça. À moins qu'il y ait des lois qui c'est ça. Puis encore là, les lois peuvent être modifiées ou contournées. C'est ça, ce qui fait en sorte que tu as toujours besoin de cette pression-là puis de ce mouvement social-là pour forcer les employeurs à respecter les travailleurs d'une certaine manière. Donc les syndicats, malheureusement ou heureusement, vont toujours être importants dans la société comme une force sociale pour faire valoir là, les intérêts des gens les plus petits ou qui ont le moins de pouvoir. Ben c'est souvent en se regroupant qu'on obtient du pouvoir. Ensuite de ça, les syndicats, ils ont d'autres rôles, et un troisième niveau de rôle qui peut être vraiment varié à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de règles qui empêchent un syndicat de faire quoi que ce soit. Donc, on voit des syndicats faire de la représentation à l'international pour modifier, par exemple, les contrats, les ententes internationales de libre-échange, ou des entreprises multinationales essayer d'avoir un niveau égal à égal avec ces entreprises-là.
Ils peuvent créer des services particuliers pour leurs membres, des services de formation, les délégués sociaux. La FTQ a développé des délégués sociaux donc pour aider les gens au niveau psychosocial quand il y a des personnes en dépression qui ont des pensées suicidaires ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des personnes dans chaque milieu de travail qui sont la personne de référence quand tu as un problème. Après ça, on peut penser à dans la construction, il y a des syndicats qui ont des magasins d'outils, donc qui est des genres de coopératives syndicales. Ça peut être des cafés-bars. Les associations étudiantes ont plein de cafés étudiants, notamment. C'est des choses un peu syndicales. Il y a des syndicats qui ont des camps de vacances, des fonds de placement, des logements syndicaux, donc achetés par les syndicats. On peut faire de l'actionnariat militant aussi, donc essayer d'aller dans les assemblées d'actionnaires ou avoir du pouvoir dans les entreprises, aider les organismes sociaux, des causes sociales, l'environnement, des choses comme ça. On peut avoir des objectifs de transformer les entreprises en coopératives de travail. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises aussi dans le mouvement syndical. Et finalement, c'est tout ce que les membres décident en assemblée générale. Donc, s'ils veulent acheter un bloc pour partir une coop d'habitation parce qu'il n'y a pas assez de logements, ben ils votent puis le syndicat va le faire. Tu sais. Un petit note comme ça pour ceux qui nous écoutent. Pas besoin de faire partie d'un syndicat pour partir une coop. Hein? Effectivement. mais les syndicats le font. Peuvent le faire, puis ça peut aider, puis tout ça. Puis en conclusion, moi je voudrais juste rappeler au monde que on peut pas dire les syndicats. Malheureusement, dans les médias, on entend beaucoup parler comme si tout le monde avait le même message, le même narratif. On parle du mouvement syndical québécois comme les syndicats, comme si c'était une seule entité, alors qu'en réalité, il y a des milliers de syndicats qui existent au Québec. Pour des spécialisations différentes. C'est ça. Ils ont chacun leur structure, ils ont chacun leurs valeurs, ils ont chacun leur culture. Dire les syndicats, c'est un peu comme dire les entreprises. Personne penserait que toutes les entreprises pensent la même affaire, mais dans la réalité, il y a toujours moyen de faire un syndicat à son image avec les autres personnes qui partagent nos valeurs, qui travaillent avec nous autres dans notre collectif de travail. Il est possible de s'organiser ensemble puis de créer quelque chose qui va permettre de changer votre milieu de travail puis de devenir des acteurs dans votre milieu de travail. Merci beaucoup, Sébastien. Très, très apprécié. Si on veut te contacter, LinkedIn? LinkedIn, c'est pas mal le mieux, je pense. Ouais. Parfait. Donc, merci beaucoup. On se revoit dans un autre épisode. Les Pirates. À bientôt. À tout de suite. Alors, Pierre, je sais pas si t'as bien écouté la chronique, là, mais ça se peut qu'on se syndique chez GoPirate. Puis moi, je suis le DG, puis je le prends pas partout. Tu sais quoi faire. Ben, je sais quoi faire, hein, je vais te mettre de l'ordre dedans. Tout le monde dehors, gang de maudits. De toute façon, je vous paye même pas. Vous êtes ici pour rien. 3 trucs pour pas virer fou avec la standardisation. Je sais pas si on peut virer fou plein d'autres choses, là. Mais aujourd'hui, ça sera pas avec la standardisation. C'est ça. Dans un premier temps, c'est correct d'avoir des standards, des normes. C'est parfait. Mais attention de pas imposer des standards à des choses qui n'ont pas raison d'être standardisées, telles que l'agilité. L'agilité, c'est pas des processus. On l'a compris. J'espère. L'agilité, c'est pas un processus. Faut laisser de la place à l'engentivité humaine, hein. Donc, le pouvoir d'agir, ça veut dire que quelqu'un qui a un problème à régler au travail, et qui sait comment le régler, devrait pouvoir le régler. OK? Oui, il devrait avoir la flexibilité pour trouver la solution et proposer des solutions. Et donc, c'est l'approche scientifique. On essaie des choses, si ça marche pas, faut essayer autre chose. Ouais. Je dis pas donner carte blanche à tout le monde, là. Mais l'idée est que si ma job, c'est d'ignorer le problème, c'est un problème. Exact. Il faut qu'on puisse questionner les processus et les remettre en cause et peut-être les changer s'il faut. Oui. Veux-tu dire le troisième? Je te le laisse. Je trouve que c'était très bon avec le troisième. C'est ça. Donc, je répète ça souvent. Les processus en place existent parce que il y a des humains avant nous qui les ont mis en place, qui les ont réfléchis, inventés, mis en place.
Et donc, les processus sont au service des humains et non pas l'inverse. Donc, si le processus ne vous aide pas dans votre travail, il faut le questionner, il faut le remettre en cause et il y a que des humains qui peuvent réinventer les processus. Puis là, l'original là, qui a inventé ça, ça veut pas dire qu'il avait raison. S'il avait raison à l'époque, c'est peut-être plus vrai. Ben exact, il avait raison au moment où c'est arrivé. Peut-être qu'aujourd'hui, le contexte a changé. Enfin, il y a des fortes chances que le contexte ait changé. Garantie. Et peut-être que la personne n'est plus là. Donc, si vous dites, OK, mais c'est comme ça que ça marche, ça a toujours marché de même, c'est pas vrai. Ça marche de même depuis que le processus est en place. Et si vous continuez de suivre le processus aveuglément, sans le remettre en cause, ben vous êtes en quelque sorte prisonnier. Mais vous êtes prisonnier? Non. Ben, c'est ça. J'en rajoute un quatrième, hein, parce que tu l'as dit tantôt. Puis, Ouais. une exception, ça se justifie. Hein, puis si les gens sont pas capables de la comprendre, c'est une autre affaire. Puis ça se règle, ça aussi. Mais faire des exceptions, c'est pas un crime contre l'humanité. Puis créer un précédent, c'est pas un crime contre l'humanité non plus. Non, exact. Puis il faut y aller avec sa logique. Puis le processus va couvrir probablement 80% des situations. Puis il y a des situations exceptionnelles qui requièrent une exception. Qui requiert des fois des solutions exceptionnelles. Exact. C'était exceptionnel, Pierre. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais ça que, comme dans tous les épisodes, on lève notre chapeau parce qu'on a standardisé notre sortie. On va vous dire à la semaine, pas la semaine prochaine, mais au prochain épisode. Si vous avez aimé, on fait like, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas. Puis on s'abonne. Puis venez nous raconter vos histoires, là, pas d'allure, là, de standardisation. J'ai hâte de voir comment vous souffrez. Bye bye. Bye les pirates.